Est-ce que ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, entre la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'AES, la dite AES, Alliance des États du Sahel, est-ce que cela ne ressemblerait pas à une nouvelle guerre froide en Afrique de l'Ouest, après la guerre froide, à la fin de la guerre froide, la vraie guerre froide? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à une vraie fausse guerre froide en Afrique de l'Ouest? Voici ce dont j'avais promis de parler encore. Euh, donc, je vais euh, en dire quelques mots, mais surtout comme une introduction à mon prochain propos, à ma prochaine vidéo qui consistera, qui insistera sur le sort dans tout ça de la démocratie en Afrique de l'Ouest, hein, précisément au sein de la CEDEAO et de l'AES. Donc ce sera la prochaine vidéo où je vais m'étaler plus longuement sur la démocratie et sur le sort de la démocratie. Que devient la démocratie à l'intérieur de ces États en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est plutôt, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est plutôt comme une transition, n'est-ce pas, entre ce que je disais la dernière fois qui concernait la dictature du capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Hein, c'était en quoi et pourquoi Ibrahim Traoré est un dictateur. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest entre deux organisations, on va dire, CEDEAO, une organisation plutôt économique, et puis l'Alliance des États, la dite Alliance des États du Sahel, que tout de suite, moi, je ne considère pas comme une alliance des États du Sahel, mais comme l'alliance de trois dictateurs du Sahel. Parce qu'aucun État, aucun État n'est impliqué dans cette alliance. Cette alliance n'engage aucun de ces trois États. Cette alliance n'engage que trois individus, trois dictateurs. Du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Donc appelons cette alliance, pour l'opposer, hein, pour la confronter à la CEDEAO, appelons cette alliance jusqu'ici dénommée Alliance des États du Sahel, appelons-la Alliance des dictateurs du Sahel. Encore une fois, ce sont trois individus, trois chefs d'État, trois militaires, trois putschistes qui en ont décidé sans l'avis des populations. Et donc cette alliance elle-même dépend. Le sort de cette alliance dépend du sort individuel de ces militaires au pouvoir dans ces trois pays. Donc alliance des dictateurs du Sahel. Laquelle alliance dépend elle-même ou se soumet ou s'aligne elle-même derrière, non pas un bloc, hein, qui serait comme hier le bloc soviétique, le bloc de l'Est communiste socialiste derrière l'Union soviétique, mais qui s'aligne derrière aussi là encore un dictateur, un autre dictateur, un individu qui n'est pas la Russie, comme on le dit forcément jusque-là, hein, mais un individu qui est Vladimir Poutine. Là encore, la politique dite de la Russie en Afrique dépendra du sort et dépend du seul Vladimir Poutine et non pas, c'est pas quelque chose qui dépendrait d'un bloc ou d'un ensemble d'États. La Russie, dans la politique actuelle de Poutine en Afrique,
euh, n'a rien n'a rien à voir, en quelque sorte. Si Vladimir Poutine n'est pas au pouvoir demain, cela s'en ressentira sur l'alliance des dictateurs du Sahel qui s'alignent derrière elle. Et au passage, si la politique de la Russie en Afrique a toujours été plutôt indifférente que bienfaisante ou philanthropique. Euh, euh, Ce n'est pas par philanthropie, justement, c'est pas par bienveillance que la Russie ne s'intéresse pas à l'Afrique, ou s'intéresse moins à l'Afrique que les puissances coloniales comme la France. C'est pas que la Russie serait plus philanthropique. Non, c'est que la Russie a moins besoin de matières premières qu'un pays comme la France. La Russie est parmi les premiers producteurs d'or, deuxième ou troisième, je ne sais plus, pas plus, d'or au monde. Deuxième ou troisième plus grand producteur de pétrole. Si elle n'intervient pas en Afrique, si elle est plutôt indifférente, c'est pas par philanthropie, c'est pas parce elle n'a jamais colonisé les Africains, c'est parce qu'elle est moins dépendante des matières premières africaines que la France, par exemple. Ça, c'est un fait, hein, puisqu'on ne cesse d'évoquer cette histoire de matières premières. Une chose. Donc, le sort de cette alliance, jusqu'ici dénommée Alliance des États du Sahel, est suspendu au seul sort à la fois des individus, des militaires putschistes, hein, qui gouvernent ces États et non pas des États eux-mêmes, hein, du Sahel, et en même temps du sort d'un individu russe qui s'appelle Vladimir Poutine. Voilà. Et on verra bien ce que les changements géopolitiques donneront quand Poutine ne sera plus là, à la tête de la Russie. Parce que la politique en Afrique, comme partout, s'est jouée, hein, pendant longtemps sous la règle, sous le diktat, dans le contexte précis de la guerre froide. On a vu un pays africain comme l'Angola qui en a pratiquement pas pâti jusqu'à aujourd'hui de ce contexte de guerre froide entre l'Ouest et l'Est, n'est-ce pas? Et donc, on a vu que la situation en Angola a évolué, hein, parce que ce même contexte de guerre froide a pris fin entre euh, l'Est, l'Union soviétique et Cuba qui intervenaient en Angola, derrière le MPLA d'Agostino Neto, et puis l'UNITA de Savimbi, soutenue par l'Afrique du Sud et les États-Unis notamment. Donc la situation au Sahel, la situation de ces États, des dictateurs, enfin plutôt de cette alliance des dictateurs du Sahel, ne fera pas exception, hein. Elle sera dépendante du contexte international, notamment de qui sera à la tête de la Russie un jour, n'est-ce pas? Voilà. Alors, parce que si tout un bloc a échoué, si tout un bloc, ce n'est pas un État ou un individu, le bloc de l'Est a échoué dans les années 80, 1989, la chute du mur de Berlin. Euh, si tout un bloc a échoué, et c'est un fait, ce n'est pas une lucubration de l'esprit. Si tout un bloc a échoué, ce n'est pas un individu qui n'échouera pas. Ce n'est pas un Poutine qui va maintenir euh, indéfiniment une influence dite russe en Afrique. Ça, c'est un fait. Donc, l'objet de mon intervention, de cette vidéo, c'est de
c'est de m'arrêter un peu sur ce semblant de guerre froide, de nouvelle guerre froide, après la guerre froide, après la vraie guerre froide, sur cette fausse guerre froide qui est en train ou qui s'est installée entre la CEDEAO et l'alliance, je dis, des dictateurs du Sahel. Euh, mais comme toujours, et puis pour les personnes qui tomberaient comme ça sur ma vidéo la première fois, ils se demanderaient qui est ce monsieur, de quoi parle-t-il, qu'est-ce qu'il défend ou qu'est-ce qu'il critique. Donc je dois me présenter, je dois euh, montrer la cohérence de ma ligne éditoriale, si je peux dire, pour parler comme la presse. Quelle est ma ligne éditoriale? Eh bien, c'est toute guerre à la dictature, n'est-ce pas? Guerre à la dictature, parce qu'il n'est pas écrit, il n'est pas dit que l'homme noir soit condamné à naître et à vivre dans la servitude, depuis la nuit des temps, depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas dit que l'homme noir, que les nègres que nous sommes, soyons condamnés à vivre sous la servitude des autres, hein, des blancs, comme on dit, des occidentaux hier, comme sous la servitude hein, de leurs propres dirigeants nègres. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'accepterai pas, hein, et très modestement. Pas besoin de créer un parti pour ça. Donc, la, la ligne éditoriale de mes interventions, enfin politique, c'est la guerre à la dictature, la critique infinie de la dictature. Et tant que le régime d'un Ibrahim Traoré au Burkina Faso, parce que je suis de ce pays, le Burkina Faso, tant que la politique dite révolutionnaire d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne va pas s'assouplir, ne va pas se démocratiser tant soit peu, eh bien, ma critique de ce régime sera tout aussi infinie. Ça, c'est une chose. Voilà. Sans concession. Parce que là encore, deuxième chose, c'est que il s'agit, comme je disais la dernière fois, d'assumer une certaine aristocratie intellectuelle. Parce que je ne vois pas au nom de quoi je vais accepter que de petits soldats viennent me donner des leçons de, sur la révolution, sur l'anti-impérialisme ou l'impérialisme, sur le colonialisme ou l'anticolonialisme, comme si je n'avais rien lu, comme si j'ai passé des années de mes études et de ma formation intellectuelle à ne rien lire de tout ça. Je me vois très mal m'asseoir sur un banc à écouter un Ibrahim Traoré, le soldat Ibrahim Traoré, me donner des leçons sur la révolution. Franchement, je trouve ça triste. Je serais le plus triste. Je préférerais mourir que de me voir sur un banc devant un Ibrahim Traoré me réciter des leçons, me faire des leçons ou me réciter des cours sur la révolution, sur l'impérialisme, sur l'anti-impérialisme, sur la tradition révolutionnaire, sur le panafricanisme, s'il vous plaît. Tradition révolutionnaire qu'il n'évoque jamais, que lui-même n'évoque jamais, à la différence d'un Thomas Sankara. Est-ce que vous avez déjà entendu Ibrahim Traoré et vous se référer à un auteur marxiste-léniniste, à la culture marxiste-léniniste, révolutionnaire, tout simplement? Non. Alors, au nom de quoi est-ce qu'il va l'imposer à un peuple et l'imposer à moi, particulièrement? Ça, c'est exclu.
Respectons les ordres, comme disait Pascal, le philosophe Pascal. Ne nous ingérons pas dans les ordres, parce que ces ordres sont éloignés les uns des autres par des distances infinies, dit Pascal. L'ordre de la chair, c'est pas l'ordre de l'esprit, qui est le domaine de l'intellectuel, n'est-ce pas? De la curiosité intellectuelle. C'est pas l'ordre de l'esprit, c'est pas l'ordre, si on monte encore plus haut, c'est pas l'ordre de la charité, dit Pascal. Tous ces trois ordres-là sont distants les uns des autres. Et à vouloir les franchir, à vouloir en franchir les frontières, qui sont infinies, distantes les unes des autres de façon infinie, c'est cela l'injustice, c'est cela la dictature. La dictature, c'est que des soldats depuis des camps militaires, parce qu'ils sont armés, pensent qu'ils sont compétents. Hein, comme je le disais la dernière fois, mais alors d'une compétence de charlatan, encore une fois. Pensent ces soldats qui sont compétents aussi dans tous les domaines, y compris le domaine intellectuel, au point que des intellectuels doivent les suivre. Et que s'il y a, selon moi, des intellectuels qui suivent ces soldats sur des questions qui sont des questions d'intellectuels, de culture intellectuelle, s'ils connaissent en révolution et en mouvement révolutionnaire, c'est pas l'IA qui les donne comme ça en cliquant sur un ordinateur. C'est des années de culture, de lecture, de formation. Que moi, personnellement, je ne suis pas prêt à brader. Parce que le patrimoine culturel intellectuel a aussi son prix, s'il vous plaît. Une Kalachnikov ne vaut pas mieux, n'a pas plus de valeur que le patrimoine intellectuel qu'on s'est forgé toute une vie durant. Et donc je ne suis pas prêt à sacrifier ce patrimoine-là pour suivre des soldats juste parce qu'ils ont des armes. Que les intellectuels ignorants qui ont refermé leurs bouquins, qui n'ont jamais lu d'ailleurs, peut-être sur la Révolution, qui ont refermé tous leurs bouquins à la fin de leurs études pour occuper des postes, que ces intellectuels aillent suivre des soldats incultes qui leur donnent des leçons sur la Révolution, sur le panafricanisme, sur l'impérialisme et l'anti-impérialisme, tout ce que vous voulez, mais pas à moi. Voici ma ligne éditoriale, comme je disais, ma ligne éditoriale dans mes vidéos politiques, sans concession. Voilà. Que si mes propos tombent dans les oreilles d'Ibrahim Traoré, qu'il sache que je ne le suivrai pas s'il s'agit de culture intellectuelle. Il n'a rien à m'apprendre. Hein? Je lui ai déjà répondu dans un article sur le Façonnette, là encore, pour lui dire en quoi il se trompait sur les intellectuels. Voyez, en quoi quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, ou qui ne l'est pas plus que moi, ça c'est certain, va donner des leçons aux intellectuels, voyez, et ne pas accepter que les intellectuels le critiquent en retour. Voyez, l'omnicompétence de charlatan consiste justement à penser que depuis une caserne, et depuis un front qu'on n'arrive pas à maîtriser, un front militaire, eh ben, on est aussi compétent en politique. Et au-delà de la politique, une fois qu'on dirige un pays, on est aussi compétent dans tous les autres domaines. Sportif, intellectuel, on peut toujours tout raconter. Et on est applaudi par la foule. N'est-ce pas? Je n'en suis pas de cette foule, je l'ai dit la dernière fois. Je n'en serai jamais. Une aristocratie intellectuelle claire. Donc que cela soit clair. Donc la CEDEAO et l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel,
par l'AES. Aucun État ne s'est associé euh, pour former une alliance des États. Non, il s'agit d'une alliance des dictateurs au Sahel. Évidemment, depuis, par exemple, vous voyez le coup d'État au Bénin, le 7 décembre dernier, 2025. Un coup d'État, une tentative plutôt de coup d'État du lieutenant Tigri, c'est ça, Pascal Tigri, qui a échoué grâce à l'intervention fraternelle, j'allais dire, oui, du Nigeria. Il se trouve que le Nigeria se trouve aussi dans la CEDEAO. C'est le pays de naissance de la CEDEAO depuis 1975. On pouvait penser que, et moi personnellement aussi, je me suis dit, mais ah ben ça y est, voici quelque chose. Il est en train de se constituer quelque chose d'intéressant en Afrique de l'Ouest. Parce que face à la CEDEAO, hein, qui était restée jusque-là plus ou moins molle sur le plan militaire, on a vu qu'elle n'a pas pu intervenir au Niger quand Bazoum a été renversé. Ben là, elle réagit. Enfin, même si ce n'est pas la CEDEAO officiellement, mais des États de la CEDEAO se renforcent. Et se renforcent grâce à qui? Grâce à cette fameuse alliance des dictateurs du Sahel. Comme si ces dictateurs du Sahel, en quittant la CEDEAO, étaient en train de la renforcer, de la rendre plus vigoureuse. Et j'ai trouvé ça formidable. Allons-y. Ce serait pas mal que, bah, de part et d'autre, bah, ils se renforcent finalement, comme pendant la guerre froide, un peu, pour créer un équilibre. Bah, que la CEDEAO qui se réveille militairement bah, renforce l'alliance des dictateurs du Sahel, et que cette même alliance bah, conforte et renforce à son tour la CEDEAO. Eh bien, je pense que tout ça, c'est une apparence qu'il faut déchirer et qu'il faut crever pour regarder plus en avant. Ça, je le ferai par rapport à la démocratie. Je le ferai plus particulièrement par rapport à la démocratie. Qu'est-ce qu'il en est de la démocratie dans tout ça, et du sort de la démocratie. Je le ferai donc dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit. Mais, disons de suite ceci. C'est que la CEDEAO, qui se présente avant tout comme une organisation économique, hein, comme le nom l'indique, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se donne aussi des apparences, des habits, des habits politiques. Des habits politiques, au point d'apparaître comme le camp, le bloc de la démocratie en face d'États qui ne seraient pas démocratiques. N'est-ce pas? Ces habits politiques euh, euh, se voient encore, surtout pendant, justement, à la fin de la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide et cette démocratisation, cette mode de... Oui, c'est une mode, et comme toute mode, elle passe, elle se démode. Cette période de multipartisme en Afrique, hein, depuis, disons, la fin des années 90, ou plutôt des années 80, cette CEDEAO semble de plus en plus politique. Comme si la fin de la guerre froide avait libéré la partie politique, ou avait libéré la partie politique qui prenait le dessus sur la partie économique.
La preuve, je donne un exemple, c'est par rapport euh, à l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, notamment la question de c'est très précis, de la non-ingérence. Depuis 1981, la CEDEAO s'est donné euh, un protocole d'assistance mutuelle euh, en matière de défense, c'est-à-dire entre les États. euh, et tout ça en respectant deux principes, ou plutôt le même principe à deux niveaux. Au niveau de l'ONU, article 2 de la charte de l'ONU, le principe de la non-ingérence au nom de la souveraineté, pour protéger justement la souveraineté dont font état les États du Sahel aujourd'hui. Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Donc, qui pouvait justifier au passage que la CEDEAO n'intervienne pas à l'intérieur d'États qui sont soumis, qui sont envahis par le terrorisme, parce que le terrorisme ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas une guerre d'agression de l'extérieur. Ce sont des Maliens, des Burkinabés, etc., des Nigériens, djihadistes qui se sont soulevés, une insurrection djihadiste à l'intérieur de ces États. Ça relève de la politique intérieure de ces États-là. Et donc, selon le principe onusien de la non-ingérence, et aussi selon le principe de l'Union africaine au départ, hein, puis ce principe est maintenu dans le traité révisé de l'Union africaine en 2000. Ce traité révisé de l'Union africaine, c'était quand? C'était en 2002. C'est ça. 2002, 9 juillet 2002, naissance de l'Union africaine pour remplacer, si on peut dire, l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, selon le même principe de la non-ingérence, jusque-là, tout ça tout au long de la guerre froide, pratiquement, tout au long de la guerre froide, il était interdit de s'ingérer dans les affaires intérieures des États, donc y compris aussi au sein de la CEDEAO, tout en adoptant quand même un protocole d'assistance mutuelle contre les agressions extérieures. Hein. Un État membre de la CEDEAO pouvait se voir défendre, même si cela s'est rarement passé, même si cela a rarement eu lieu, pouvait bénéficier de l'aide de ses, de ses frères africains d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO donc, organisation a priori économique, donc pour le défendre. Eh bien, depuis le traité même de la CEDEAO révisé en 81, c'est ça, c'est bien ça que je vérifie, non, 93, 24 juillet 93, le traité de la CEDEAO a été révisé. Et dans ce nouveau traité de la CEDEAO, a disparu cette mention à la non-ingérence. Donc, comme je vous ai dit, depuis pratiquement la fin de la guerre froide. Alors, ce principe d'assistance mutuelle, le protocole d'assistance mutuelle de la CEDEAO, qui date de 81, c'est ça, qui date de 1981, donc en pleine guerre froide encore. Ce traité, ce protocole d'assistance mutuelle est celui-là même qui est repris par les États du Sahel, par l'ADS, non pas AES. Hein, comme j'ai dit, Alliance des dictateurs du Sahel. C'est exactement le protocole de la CEDEAO de 1981 qui est repris dans cet État, dans cette alliance, c'est-à-dire le protocole d'assistance mutuelle
en matière de défense. C'est-à-dire que si un État membre est agressé, ben, que les autres États lui portent euh, assistance. Donc, de la, ce qui ce qui peut opposer, pouvait sembler opposer les deux organisations, si je peux dire, euh, se, se retrouve là comme une récupération, et donc une imitation, une récupération, oui, au sens politique du terme. Dès lors que la CEDAO, qui d'économique, d'économique, euh, déborde dans le politique. Ça, c'est d'une chose. Donc, côté ingérence, le texte ou le principe de la non-ingérence n'existe plus au sein de la CEDEAO. Je reviens. Donc, pardon. Donc, la CEDEAO, une organisation a priori économique, euh, qui s'ingère, j'allais dire, dans le domaine de la politique, euh, avec justement la démocratie à défendre, non seulement ne défend pas la démocratie, mais abandonne aussi ses propres principes, notamment en matière d'assistance, d'assistance mutuelle en matière de défense. Ben, à l'ADS, à l'alliance, à l'alliance des dictateurs du Sahel, je dis. Okay. De sorte que, de l'autre côté, du côté ADS, alors même qui se présente, l'ADS qui se présente comme une organisation évidemment politique, puisqu'ils se disent Alliance des États du Sahel. Donc la philosophie, ou plutôt est plutôt politique d'emblée, et pas d'abord économique, même si il y a une part évidemment d'économie. Euh, L'ADS, donc l'Alliance des dictateurs du Sahel, qui se dit panafricaniste, euh, est la première, cette alliance, à diviser l'Afrique, à diviser les Africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, en vrais Africains et mauvais Africains. Encore une fois, le bien et le mal. Noir d'un côté, blanc de l'autre. Évidemment, eux, ils sont du côté blanc et du côté du bien. Ils divisent à travers la CEDEAO qu'ils sont les seuls à qualifier de pro-occidental. La CEDEAO elle-même ne s'est jamais alignée dans ce texte officiel. Dans ce texte officiel, évidemment, sur une puissance extérieure. Les principes que la CEDEAO, comme l'Union africaine défend, sont des principes universels. Les droits de l'homme, on les retrouve partout, ça. De non-agression, de règlement pacifique des conflits. Bon, ça, c'est pas... Il n'y a rien d'un alignement ou d'une soumission à une puissance extérieure en tant que telle. Donc, ce sont les États. C'est l'alliance des dictateurs du Sahel, hein, dite AES, que moi j'appelle encore une fois ADS, Alliance des dictateurs du Sahel. C'est cette alliance qui a décrété que la CEDEAO était du mauvais côté de l'histoire de l'Afrique, en tout cas du panafricanisme, que c'était une organisation soumise à l'impérialisme. Et du coup, cette alliance fait la guerre froide, hein, jusque-là, jusqu'à présent, à la CEDEAO, au pays de la CEDEAO. Mais, je vais dire, au nom de quoi?
ne pourrait-on pas avoir des amitiés en tant qu'État indépendant, souverain justement, avoir des affinités avec n'importe quel autre État du monde, en tant qu'État ou en tant qu'individu, en tant qu'Africain, voyez. Au nom de quoi on ne devrait pas avoir de proximité avec de l'étranger, tout en se sentant africain et panafricaniste. Au nom de quoi? Est-ce que ma proximité avec des étrangers, de non-africains, de non-nègres, m'interdit de me sentir africain et panafricaniste? Qu'un pays comme la Côte d'Ivoire se sente plus proche de la France. Est-ce à dire que la France n'a, est-ce à dire que la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens n'ont aucun sens de leur africanité, de leur négritude? Est-ce à dire que, de fait, leur proximité avec, ou même le fait de vivre dans un pays comme la France, euh, serait comme un frein, un obstacle au panafricanisme, au sentiment d'appartenir, euh, au sentiment euh, d'être africain et panafricaniste, à l'attachement à, à l'unité des Africains et de l'Afrique. Ah ben dans ce cas-là, euh, il y a de nombreuses diasporas. Vous voyez, la diaspora éthiopienne est nombreuse aux États-Unis, mais l'Éthiopie, c'est le siège de l'Union, d'abord de l'organisation hier, depuis 75, n'est-ce pas? Depuis 63, je dis. De l'organisation de 75, c'est la CEDEAO. L'Éthiopie est le siège. D'ailleurs, en ce moment se tient à Addis Abeba un sommet de l'Union africaine. L'Éthiopie est bien le siège de l'Union africaine depuis 63, alors que là, il y a une forte diaspora éthiopienne aux États-Unis. Il y a de la diaspora, il y a des Africains qui vivent en France, mais qui se sentent et qui sont panafricanistes, hein, qui sont réellement panafricanistes. Des vrais ou des faux, enfin, c'est à voir. Mais en tout cas, qui se sentent panafricains, qui militent comme panafricanistes. Donc, en quoi est-ce que le fait pour des États de la CEDEAO, si individuellement et de façon souveraine, si ces États euh, sont plus proches, pour des raisons diverses, plus proches de la France que de l'Union soviétique, enfin que de la Russie aujourd'hui, mais en quoi cette proximité entre États internationaux euh, et diplomatiques interdirait ou effacerait ou nuirait au sentiment panafricanisme, au panafricanisme? Euh, si Si c'est encore une fois le cas, ça veut dire que s'il faut protéger de la sorte le panafricanisme, l'idée même de panafricanisme, c'est-à-dire ne pas avoir de contact avec, avec d'autres, ne pas avoir d'affinité personnelle en tant qu'État ou en tant qu'individu africain avec des étrangers, des États étrangers ou avec des citoyens du monde, euh, ça voudrait dire, comme un aveu, hein, de la fragilité de ce panafricanisme. Ça veut dire qu'un rien, n'importe quelle proximité suffit, avec de l'étranger suffit à effacer le sentiment d'appartenance à la fois et à l'Afrique et, et d'attachement à l'unité de l'Afrique. Ça veut dire que le panafricanisme n'est pas si solide que ça. Euh, si un rien peut être un obstacle. Donc, l'alliance des dictateurs du Sahel se donne un ennemi qui est la CEDEAO, comme d'ailleurs l'Union africaine, celles qui ne sont pas parfaites, mais donc ces deux organisations panafricaines, que l'alliance des États, l'alliance des dictateurs du Sahel, se revendiquant le monopole du panafricanisme, eh ben, exclut et combat pour l'instant pacifiquement, mais de façon à instaurer une sorte de guerre, voilà, de guerre froide, quoi, entre, d'une part, ces trois États, plutôt ces trois dictateurs, euh,
à la tête de l'ADS, de l'Alliance des dictateurs du Sahel. N'oubliez pas, c'est pas l'alliance des États. Il n'y a aucun État, aucun de ces États-là, dans leur structure, ne s'est impliqué dans cette alliance qui leur ont été aux États et au peuple imposés par 3 dictateurs. Et donc, c'est cette alliance des dictateurs du Sahel euh, divise, divise l'Afrique, divise l'Afrique en nous parlant d'unité et de panafricanisme, là encore une fois. Rendant ainsi, travaillant eux-mêmes, elles-mêmes, cette alliance, à rendre impossible l'objectif même qu'ils se donnent, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique, le panafricanisme, en divisant les Africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y aura de l'AES, tant qu'il y aura de l'Union africaine, tant que tout ne sera pas ADS, Alliance des dictateurs d'Afrique, hein, eh bien, ça veut dire que l'Afrique ne sera jamais, unie. Le panafricanisme est un rêve, est une utopie. Dès lors que ceux qui se disent panafricanistes eux-mêmes divisent les Africains en bons et en mauvais. Les États africains sont dits bons ou mauvais. Non pas d'eux-mêmes, c'est pas que d'eux-mêmes, ils s'alignent sur un camp qui serait celui de l'impérialisme ou de la division, mais ce sont ceux-là même, ce sont les partisans, hein, comme je disais, les charlatans des charlatans du panafricanisme, ben, qui font cette division à l'intérieur de l'Afrique. Voyez. Bon. Donc ça veut dire, puisque cette division restera euh, non résolue, ça veut dire que l'unité, il faut oublier une unité de l'Afrique. Il faut oublier un panafricanisme qui aboutirait comme objectif d'une lutte telle que celle dans laquelle nous disent s'engager les partisans sahéliens derrière l'alliance des dictateurs de ce même Sahel. Voilà, en gros, ce que je voulais dire sur cette vraie fausse guerre froide aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et donc, rendez-vous à la prochaine vidéo sur cette même confrontation, mais on va insister plus sur le sort de la démocratie. Est-ce que la CEDEAO, comme elle s'en donne l'apparence, le camp, le bloc de la démocratie, contre l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel, dont on sait déjà de toute façon que cette alliance n'est pas partisane de la démocratie. Donc, de part et d'autre, qu'est-ce qu'il en est de la démocratie et qu'est-ce que nous avons à y attendre du point de vue de la démocratie? À bientôt donc.